Parlons vrai. Et tout de suite, les infos avec Clémence Lobary. Bonjour. Bonjour à tous. Les militaires français sont arrivés au Groenland. Une quinzaine de soldats ont été envoyés sur place pour une mission européenne avec d'autres pays comme l'Allemagne et la Suède. Il s'agit d'une opération de reconnaissance. L'objectif, apporter un soutien actif au Danemark face aux États-Unis. Donald Trump a encore redit ce mercredi sa volonté de voir l'immense région danoise autonome passer sous pavillon américain. Du côté de l'Elysée, un conseil de défense consacré notamment à cette situation a été convoqué en urgence ce matin. L'Iran devait également être évoqué. L'Iran qui sera aussi en débat aux Nations Unies. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU est prévue aujourd'hui. En attendant, les autorités iraniennes annoncent qu'il n'y aura pas de pendaison ce jeudi en pleine répression des manifestations. Au moins 3428 personnes ont été tuées dans le pays depuis le début du mouvement de contestation, selon un bilan de l'ONG Iran Human Rights. Mauvaise nouvelle pour les épargnants. La Banque de France propose d'abaisser le taux du livret A à 1,5% à partir du 1er février. Une proposition qui doit encore être validée par le ministère de l'économie. 57 millions de Français détiennent un livret A. Le taux du livret d'épargne populaire, lui, devrait être ramené à 2,5% contre 2,7% actuellement. Et en parallèle, la hausse des prix ralentit. L'inflation a en effet atteint 0,9% en 2025 selon l'INSEE, contre 2% l'année précédente et près de 5% en 2023. La France est d'ailleurs l'un des pays de la zone euro qui a le mieux réussi à la contenir. L'épidémie de grippe pourrait reprendre, notamment chez les enfants. C'est l'alerte hier de Santé publique France. Les consultations en ville ont rebondi ces derniers jours, une tendance particulièrement marquée chez les moins de 15 ans. Elle reste globalement à la baisse à l'hôpital. Et puis la campagne de recensement débute aujourd'hui. Elle est organisée comme chaque année par l'INSEE. En moyenne, 9 millions de personnes doivent être interrogées. Si vous êtes concerné, vous allez recevoir un courrier dans votre boîte aux lettres pour vous prévenir du passage d'un agent recenseur. Il est possible de répondre sur Internet. On le rappelle, le recensement est obligatoire. Excellente matinée à tous. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Nous sommes ensemble pour le 10h midi, 2 heures d'infos, de débat avec Gilles Gansman. Bonjour Gilles, Valérie. Votre zapping dans un instant pour faire réagir les débatteurs. Et puis bonjour Félix Mathieu, c'est quoi le problème? Aujourd'hui, on va parler des EHPAD, de nos aînés qui sont souvent abandonnés. Enfin, l'image des EHPAD, on ne peut pas dire que ce soit formidable. Et on a des gens qui cherchent, qui tentent d'innover. Serge Trigano fait partie de cela. Alors Trigano, ça vous fait évidemment, ça évoque le Club Med. Serge Trigano, c'est le fils d'André Trigano qui a... C'était André, votre papa, Serge Trigano? Gilbert. André, c'était mon nom. Oui, Gilbert. André, c'est un autre. Gilbert Trigano, qui a été le fondeur du Club Med. Vous aussi, vous avez dirigé le Club Med. On va voir avec vous dans un instant comment on peut proposer des alternatives aux EHPAD, comment il faut proposer autre chose que ces mouroirs. On va en parler dans un instant avec vous, Félix Mathieu. Dans les débats, écoutez ces chiffres absolument effarants. Savez-vous combien de boîtes de médicaments par an consomment les Français? 41 boîtes de médicaments chaque année. Le Doliprane, ce sont des médicaments remboursés par la Sécurité sociale et ça pose la question du Doliprane qui est l'un des médicaments les plus consommés et les plus remboursés. On va revenir sur ce cri d'alerte également c'est absolument sidérant, des professionnels de la justice, du droit, que ce soit les magistrats ou les avocats. On apprend, c'est un grand article dans le Figaro, que les juridictions vont devoir libérer des criminels dangereux parce qu'ils n'ont pas pu être jugés dans les temps qui normalement sont les délais légaux. Donc aujourd'hui, il va y avoir dans quelques mois on parle, quand on dit délais légaux, 75 mois, ça veut dire près de 6 ans. On va en parler. Est-ce que vous avez été confronté à la justice? Est-ce que vous avez remarqué ces lenteurs? On en parle et puis on parlera également de cette décision de la Cour. Je pense que ça devrait vous faire réagir. C'est la Cour de cassation qui estime que gifler ou insulter son enfant reste interdit. Alors pour ça, j'ai été un peu fouiller un son. Vous savez que j'ai toujours un petit son lié à nos débatteurs et à l'actualité.
Alors Valérie, je vous emmène dans une autre époque. Je vous emmène en 1979 où évidemment le martinet et la fessée étaient assez courantes dans ces années-là. Et cette année-là, en 1979, la Suède interdisait, donc avec beaucoup d'avance, tout châtiment corporel sur un enfant. Voilà comment à l'époque, Léon Zitrone a présenté l'information aux 20h d'Antenne 2. Vous allez voir, la séquence est savoureuse. Et ben voilà comment les temps ont changé. C'était Léon Zitrone en 1979. Vous pouvez réagir évidemment à notre standard sur cette époque-là. Et puis avec vos débatteurs, vous reviendrez on va en parler évidemment. Sur cette décision de la Cour de cassation. 300. Alors, les EHPAD, les maisons de retraite, les EHPAD en particulier ont été à la une de l'actualité à plusieurs reprises. Et c'est vrai que l'image qu'on a des EHPAD ou des maisons de retraite, parce qu'il y a aussi les résidences seniors, c'est pas glorieux, Félix Mathieu. Donc c'est quoi le problème avec ces EHPAD et est-ce qu'il y a des solutions? On va voir que oui avec notre invité dans un instant, Serge Trigano, qui est avec nous. Bonjour Serge Trigano, fondateur de Casa Barbara, et vous allez nous expliquer en quoi vous voulez vous renouveler justement ces résidences seniors. Oui, alors Félix, c'est vrai que c'est souvent perçu comme un mal nécessaire d'aller en EHPAD. On a ce mot de mouroir même qui revient souvent, un terme assez violent finalement, mais c'est vrai que les sondages le montrent, les gens ne se voient pas, ne se projettent pas en EHPAD. Il y avait un sondage IFOP pour le Synerca il y a quelques années qui nous disait que par exemple 8 sondés sur 10 disent en France je mettrai jamais mes parents ou un proche dans un établissement spécialisé, ça sera à la maison, à l'ancienne si besoin un jour. Les gens disent ça quand ils sont pas confrontés à la situation. Sauf que bon, dans les faits, quand on y est confronté, c'est pas forcément comme ça que ça se passe. D'ailleurs, les sondages le montrent. En France, on va beaucoup plus avoir recours pour les vieux jours aux établissements spécialisés, aux EHPAD, que par exemple dans les pays d'Europe du Sud, méditerranéens, où on a encore davantage, la tradition. On a encore plus, cette tradition, cette culture d'accueillir les parents ou les grands-parents à la maison. Mais effectivement. Ça souffre il y a ce livre, Les Fossoyeurs, qui a pas aidé évidemment ces révélations. Sur Orpea. Oui, notamment Orpea. Par exemple, la moitié des sondés aussi dans ce même sondage, quand ils se projettent pour leur propre vieux jour, disent qu'ils ne se voient pas, qu'ils s'imaginent pas un jour devoir aller dans ce type d'établissement. C'est-à-dire que quand on n'y est pas confronté, on s'y voit pas, notamment effectivement du fait de cette mauvaise image des EHPAD et plus généralement des établissements spécialisés pour les personnes âgées. Sauf que, effectivement, on risque bien d'y être confronté un jour ou l'autre. Les professionnels du secteur nous disent que horizon 2040, on pourrait être à 300 000 personnes âgées dépendantes en plus qu'il faudra bien accueillir d'une manière ou d'une autre quelque part. Oui, alors évidemment il y a des solutions qui existent. Alors là on parle des EHPAD avec Serge Trigano, on va parler des maisons, des résidences seniors qui sont souvent pas vraiment mieux loties, mais c'est vrai qu'il y a des solutions qui existent et qui se développent. Des résidences, des immeubles avec appartements privatifs, mais aussi des espaces communs, des services de restauration, objectifs un peu réhumanisés, tout ça, que ça paraisse moins clinique. Évidemment, quand on parle d'EHPAD, on parle d'espaces médicalisés, mais ça empêcherait pas idéalement un peu de convivialité. Enfin, du moins, on pourrait l'espérer. Environ 2 millions de personnes âgées en France souffrent de solitude quand même, nous disait un baromètre des petits frères des pauvres. 2 millions de personnes, c'est pas rien. Reste ensuite la question des prix, quand on le peut évidemment. Si on prend les EHPAD publics, même les EHPAD publics les moins chers, ça descend rarement quand même sous les 1 350 € par mois. Bon, faut quand même pouvoir. On est plus souvent au-dessus
situe plutôt des 1850 € par mois. Oui. Il y a notre amie, Véronique de Villèle, qui donne du sport. Du sport, des cours de sport dans certaines enfin, toute une nouveauté de maisons de retraite. Serge Trigano, on ne parle pas d'EHPAD dans ce que vous avez voulu développer, donc Casa Barbara. Racontez-nous un petit peu ce que vous avez voulu faire. Vous êtes un spécialiste, encore une fois, de l'hôtellerie. Vous avez créé des hôtels comme le Mama Shelter. Et donc, Casa Barbara, c'est à Nice, une résidence dédiée aux seniors actifs. Donc, on ne parle pas d'EHPAD, mais on parle tout de même de seniors qui ne peuvent plus rester chez eux seuls. Oui, je crois que l'enjeu, c'est la solitude quand on vieillit. Même si on a un très bel appartement, on reste dans son appartement seul à attendre la visite des enfants, des petits-enfants qui viennent ou qui viennent pas. Donc, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire des lieux dans lesquels les gens se sentent bien. Je crois que pour bien vieillir, il y a trois piliers du bien vieillir. Il faut bien manger, faut bien s'entourer et il faut bien bouger. Bien manger, on s'est associé avec Pierre Gagnère, ce qui fait qu'on a une cuisine plutôt meilleure que ce qu'on trouve dans les maisons classiques. Bien s'entourer, c'est la notion de communauté. Encore une fois, c'est l'idée de jamais être seul, et ça, c'est un petit peu notre savoir-faire avec ce qu'on a fait avec le club. C'est une ancienne du club qui anime la résidence, qui s'appelle Zaza. C'est tout un ensemble d'hommes et de femmes qui font vivre la résidence, y compris nos résidents. Il y a une américaine qui donne des cours d'anglais, il y a un gars qui s'occupe du théâtre. Enfin voilà, c'est tout un ensemble de gens. Et puis après, il faut des activités. Voilà, il faut sortir en ville, il faut bouger, il y a une salle de cinéma, il y a une salle de sport. Voilà, donc on essaye de faire un lieu dans lequel on vit bien et on retarde le moment où il faudra aller en EHPAD, parce qu'on sera peut-être à un moment donné obligé d'y passer, mais c'est vrai que c'est la dernière étape. C'est la dernière étape, et ça permet peut-être de maintenir plus longtemps l'autonomie et l'indépendance, à partir du moment où il n'y a pas de réels gros problèmes de santé, mais sur le moral. Et je trouve que vous ayez cité dans les 3 piliers l'alimentation, c'est très important, et on n'en parle pas suffisamment, parce que c'est essentiel de bien se nourrir, d'avoir du plaisir à manger. Oui, il faut à la fois manger sain et en même temps se faire un peu plaisir, parce que quand on vieillit, le bien manger, ça fait quand même partie des petits plaisirs de la vie. Voilà. Alors au début, nous, on avait fait tout un système avec petit déjeuner, dîner. On s'aperçoit assez vite qu'en fait, son petit déjeuner, on préfère le prendre dans son appartement ou dans sa chambre. Le dîner, quand on vieillit, on mange assez simplement. Le moment de convivialité, c'est le déjeuner. Voilà. Et donc, c'est le déjeuner. Ils sont abordables. On peut déjeuner au Casa Barbara à 20-22 € avec un entrée, un plat ou un dessert. Et encore une fois, c'est une carte qui a été faite par Pierre Gagnère, donc ça permet une certaine garantie de qualité et de produits. Cette notion de nourriture, elle est indispensable à la réussite de bien vieillir. On l'a vu dans toutes les études qui ont été faites. Ouais, on a Christian en ligne avec nous. Bonjour Christian. Bonjour, vous nous entendez? Vous nous appelez de Clermont-Ferrand. Vous avez été concerné, vous personnellement, par justement cette situation de devoir mettre un proche. Je dis devoir mettre parce qu'il y a ce côté effectivement. Où on est contraint parfois de placer sa mère ou son père en EHPAD. Oui, bien sûr, et on a été obligé de mettre maman en EHPAD parce qu'elle ne pouvait plus rester seule chez elle, parce qu'elle prenait ses médicaments 3 fois le matin, et donc c'était plus possible. Même après la visite d'un infirmier tous les jours, il a fallu se rendre à l'évidence. Donc on l'a placée dans une EHPAD qui était très bien, dans le Nord, à Jeumont. Et dire l'avantage de cette EHPAD, c'est que mon beau-frère avait sa maman, lui, dans l'EHPAD aussi, et faisait partie un peu d'un conseil d'administration de l'EHPAD, et donc pouvait voir un peu tout ce qui se passait dans l'EHPAD, et ça se passait très bien, donc on n'a pas hésité à mettre maman. Après, bien sûr, reste le prix. Ouais. C'était 1750 € par mois, où il faut ajouter la mutuelle qu'elle devait payer en plus, le coiffeur qu'elle devait payer aussi quand le coiffeur venait la coiffer. Donc il n'y a rien de gratuit. Donc,
Et une fois, parce que maman touche une petite pension de retraite, et donc une fois que le livret A était épuisé, il a fallu vendre la maison pour continuer à payer les pas de maman. Oui, il y a souvent effectivement cette question financière qui se pose. On va voir avec vous dans un instant, Serge Trigano, si c'est effectivement obligatoirement très cher d'avoir de la qualité. On y revient avec vous. On va parler donc de Casa Barbara, qui encore une fois est une résidence senior un petit peu différente. Et on va voir qu'on peut faire de la différence on peut être différent avec la volonté. Et c'est ce que vous faites. À tout de suite. 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous sur Sud Radio, nous parlons de solutions innovantes pour les seniors avec Serge Trigano, fondateur de Casa Barbara. Évidemment, Trigano, le nom rappelle celui du Club Med que vous avez dirigé. Vous avez également lancé des hôtels qui étaient aussi différents des autres. La différence, c'est votre marque de fabrique dans la famille Trigano. Vous avez lancé les hôtels, Mama Shelter. Et comment ça vous est venu cette idée de Casa Barbara, et pourquoi Casa Barbara ? Écoutez, pourquoi Casa Barbara ? Parce que ma belle-mère vivait seule dans un appartement à Munich. Elle s'ennuyait et un jour, elle a décidé de s'installer dans une maison et elle s'est mise à revivre parce qu'elle se retrouvait avec d'autres personnes et j'ai pris conscience de l'intérêt qu'il y avait à ce genre de lieu. Mieux que l'appartement, voilà. Et comme nous, dans la famille Trigano, la marque de fabrique, c'est d'essayer d'apporter un peu de bonheur aux gens et de casser la solitude. C'est ce qu'on a fait avec les Club Med. Ouais. On s'est dit que ça pouvait peut-être s'appliquer au monde des seniors, dont je commence à faire partie, bien évidemment aussi. Moi, j'avais une question, Serge, si je peux vous appeler Serge. En fait, moi, ce qui me fait peur dans le vieillissement, c'est de me retrouver entre vieux. Et moi, j'aimerais bien que des jeunes puissent venir manger du Pierre Gagnaire, que vous ouvriez, par exemple, une brasserie ou. C'est le cas. C'est le cas, tout le monde peut venir manger. C'est le cas, Serge Trigano. C'est ça. On ne va pas expliquer. C'est ça. Et c'est la même chose. Il y a un bar où moi, je peux venir avec mes potes. Vous pouvez venir avec vos potes, prendre un verre. Voilà, on l'a pas dit. Il y a des concerts le soir, on vous dit pas tout, mais voilà, faut me demander à moi directement. Vous avez volé mon idée. Voilà. Et oui, c'est vrai que c'est important. Les restaurants sont ouverts sur l'extérieur, et comme en plus il y a des écoles à côté des universités, il y a beaucoup de jeunes qui viennent casser la croûte. Et c'est bien quand on vieillit un peu de voir un peu de jeunesse, éventuellement de discuter avec eux, qui m'aident à me dépanner sur mon ordinateur. Voilà, et c'est cette relation intergénérationnelle qui fait aussi un peu le succès du Casa Barbara. Est-ce que ça coûte cher ? Est-ce que ça coûte plus cher qu'une autre résidence senior ? On est dans les prix du marché. On démarre à 1 300 € des petits studios et ça va de 1 300 à 2 200, 2 900 € le mois. C'est les prix du marché. C'est les prix du marché. C'est une résidence médicalisée également ou pas ? Ça s'adresse à qui ? On n'est pas médicalisé. Ça s'adresse à des gens qui vieillissent, qui ont entre 65, 70, 80, 85 ans, qui très souvent se retrouvent seuls dans leur appartement et qui ont besoin de trouver un lieu dans lequel ils peuvent, encore une fois, avoir des contacts, ne pas se retrouver seuls. Pour moi, je crois que c'est vraiment l'enjeu. Je répète tout le temps la même chose. Voilà. Et donc, c'est cette population d'hommes et de femmes qui vient, qui se retrouve, et puis chacun jouent un rôle dans la résidence, ils sont actifs dans la résidence, ils participent à la vie de la résidence et on la traite plus comme un hôtel que comme une résidence senior. Je crois que le summum du luxe, c'est de vivre à l'hôtel et donc vous avez le côté privatif de votre appartement et puis quand vous descendez, il y a le bar qui est ouvert, le restaurant et ainsi de suite. C'est un peu comme une immense colocation finalement, Casa Barbara. Si vous voulez, encore une fois, c'est une colocation c'est les services d'un hôtel. Il y a quand même tous les services de restauration, de ménage. Il y a ce bar, il y a la salle de cinéma où il y a tous les jours des films ou des émissions de télé. On repasse des vieilles émissions. Je crois que c'est bien aussi de temps en temps de faire marcher la nostalgie, les souvenirs, de se rappeler un vieux 5 colonnes à la une ou une vieille émission de variété. Enfin voilà,
c'est un mélange de retour un petit peu vers notre enfance et en même temps de se projeter sur la suite et de rester curieux de la vie. Et ça, vous allez en ouvrir d'autres. Pour l'instant, ça existe à Nice. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais. On espère signer très très vite une deuxième implantation à Antibes et on travaille sur un troisième site en Occitanie. Les aînés pour vous, enfin je dis les aînés, les personnes âgées, on emploie tout un tas de circonvolutions pour parler du troisième âge, sont les grands abandonnés de nos sociétés aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on les a un peu, même beaucoup maltraités et oubliés. Et aujourd'hui on voit que ça va être une grande partie de la population. Non, je crois pas qu'ils sont maltraités. Non. Alors c'est vrai, comme vous le disiez dans l'introduction, dans les pays du Sud, on a plus tendance à garder ses parents, ses grands-parents à la maison. C'est moins une tradition pour une société française, mais on fait le maximum pour s'en occuper. Moi, je vois un peu les gens qui viennent chez nous, et puis à un moment donné, on a envie, encore une fois, un peu de changer d'air. Donc je pense pas qu'ils soient délaissés, mais je pense que, si vous voulez, la plupart des ce qu'on appelle les résidences seniors, elles ont été conçues par des promoteurs immobiliers. C'est ça. Voilà, c'était un autre monde. Nous, on vient de l'hôtellerie, on vient des villages de vacances, donc on apporte une autre approche, une autre culture. Est-ce qu'il y avait à l'époque de Trigano comment ça s'appelle est-ce qu'il y avait des villages vacances réservés aux seniors? Est-ce que ça existait à l'époque? Non, pas nécessairement. On avait une population senior qui venait justement parce qu'ils voulaient de la vie, de la fête et ainsi de suite. On avait fait quelques tentatives d'opérations, entre autres en Corse, on avait fait des semaines réservées à une population senior. Mais ce qui nous amusait le plus à l'époque du club avec mon père, c'était le brassage des populations. Oui, et donc ce qui intéressait les seniors, c'est d'être mélangés avec des gens plus jeunes. Et c'est ce qu'on essaie de faire à Casa Barbara. Bon, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Serge Trigano, donc fondateur de ce nouveau. C'est original. Vous avez toujours, ce que je disais, dans la famille, eu ce sens de faire un pas de côté dans le domaine de l'hôtellerie et puis, vous le disiez, de la convivialité. Donc, si ce modèle pouvait inspirer d'autres, enfin, on vous souhaite à vous tout le succès que vous méritez. Mais si on pouvait effectivement prendre en compte le bien-être des seniors, ce serait assez formidable, réhumaniser et penser à ce qu'ils ont dans l'assiette, parce que souvent c'est ce qui pêche et bien manger, ça rend heureux. Merci à vous, Serge Trigano, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Les hommes ont des orgasmes, mais... Valérie Expert. Et nous sommes ensemble pour ce 10h midi pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Noémie Alioua, journaliste, essayiste, Mehdi Raïch, analyste politique. Bonjour. Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise. Bonjour. Je rappelle votre livre Petit traité du silence à l'usage des gens bruyants chez Guy Trédaniel. Et Frédéric Fougera, président de Tuncan Paris. Bonjour. Bonjour Valérie. Auteur, vous avez publié C'est de la com, 60 idées reçues, paru aux éditions Bréal Studirama. On va évoquer cette dinguerie française, des criminels remis en liberté faute de pouvoir être jugés dans les délais légaux. C'est-à-dire qu'on va relâcher 19 criminels dans les Bouches-du-Rhône parce que au bout de 73 mois, on n'a pas pu les juger faute de temps, de magistrats, de greffiers. La justice est en chute libre. On va en parler et on vous attend évidemment au 0826 300 300. Est-ce que vous avez été confronté à la lenteur de la justice? On pense aux victimes en particulier. Je ne sais pas si vous imaginez, je voyais une avocate qui disait j'ai été obligée de remettre un procès, on a remis le procès dans 18 mois. C'est insoutenable pour les victimes. Les médicaments, est-ce qu'on en consomme trop? 41 boîtes de médicaments par an et par Français remboursés par la Sécurité sociale. Ça veut dire qu'on en prend d'autres qui ne sont pas remboursés. Alors, est-ce qu'il faut arrêter de tout rembourser? En particulier, on pense au paracétamol et au Doliprane, pour ne pas le citer. Et puis, est-ce que vous trouvez normal que des parents donnent des fessées à leurs enfants? Pour la Cour de cassation, il n'existe pas de droit à la correction. Tous ces sujets au 0826 300 300. On va commencer avec vous, Gilles, et avec votre zapping et les sujets qui vous ont marqué. Exactement, petit zapping pour vous faire réagir. L'actualité, c'est aussi ça, c'est aussi la
petite actualité, mais qui peut devenir une grande actualité. Le premier sujet, c'est à la fois inquiétant pour l'Iran, mais également pour l'Ukraine. Le site Numérama indique dans un reportage que je vais vous faire entendre que les Iraniens, avec l'aide de la Russie, ont trouvé la parade pour brouiller le fameux Starlink. Et désormais, eh bien, la seule petite fenêtre qu'offrait le Starlink d'Elon Musk pour correspondre avec le monde, cette fenêtre est désormais fermée. Avec Starlink, la promesse est simple, Internet par satellite, hors de portée des États. Sauf qu'en Iran, même Starlink commence à lâcher. La perte de paquets atteint jusqu'à 80% sur certaines connexions Starlink en Iran. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est plus juste du brouillage GPS. Les experts soupçonnent une technologie capable d'interférer directement entre les satellites et les terminaux au sol. Et dans ce domaine, un pays a de l'avance, la Russie. Ces systèmes ont déjà été testés dans des conditions réelles sur le front ukrainien. Concrètement, il suffirait de placer ce système dans un quartier et Internet peut être coupé localement. Dans ce contexte, les observateurs pensent à un transfert de technologie entre l'Iran et la Russie. L'Iran fournirait des drones, la Russie des technologies de brouillage avancées. Mais ce qui se passe ici dépasse l'Iran. Si Starlink peut être brouillé, alors aucun Internet par satellite n'est totalement à l'abri. Voilà, ils ont trouvé la parade, Noémie. Ça reste sur certains endroits. Hein. Ça fonctionne dans certaines régions d'Iran, mais c'est vrai qu'il y a un brouillage massif qui a été fait. Hein. C'est-à-dire le régime fait en sorte, essaie de tout faire pour qu'on ne sache pas ce qui est en train de se passer. Ils ont mis en place une sorte de blackout total pour qu'on n'ait pas d'image, pour qu'on ne sache pas à quel point le peuple est en train de s'ouvrir. Ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on voit qu'il y a des jeux d'alliance. Des jeux d'alliance qui ne s'affirment pas comme tels, mais sur le terrain de la coopération technologique, il y a des alliances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la République islamique d'Iran, ce régime tyrannique sanguinaire qui est en train de massacrer son peuple, a des alliés, et notamment la Russie, puisque vous venez de nous le démontrer, la Russie apporte de l'aide technologique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si demain ce conflit s'étend, s'il y a une guerre ouverte entre les États-Unis, si les États-Unis décident d'agir et donc d'entrer en guerre contre ce régime de la République islamique d'Iran, il pourrait y avoir demain la Russie, peut-être même la Chine, c'est-à-dire des alliés de circonstances qui sont ceux de ce régime, pourraient aussi intervenir pour essayer de sauver ce régime. Donc on voit qu'il y a des ramifications qui sont beaucoup plus larges que simplement le régime iranien et les États-Unis. Oui, Frédéric Fougerat. Juste pour compléter ce que vient de dire Noémie, c'est que la Russie pourrait aussi apporter d'autres aides, celles dans les prochains jours, peut-être d'héberger, protéger des dignitaires, ce qui serait une autre façon de bien montrer les liens et les soutiens qu'il y a, même s'ils n'apparaissent pas comme officiels, en tout cas comme réels. J'entendais que la fortune de l'ayatollah Khamenei était de 98 milliards. 98 milliards d'euros. C'est évidemment via des sociétés écrans, de l'argent qui lui appartient, qui sert aussi à investir dans certaines choses, mais 90 ou 93 milliards. Le salaire moyen en Iran ? 80 euros. Pascal Bataille, sur ce qui se passe. Ce qui est important de dire aussi, c'est que le brouillage d'Internet, ça complique terriblement la vie et les relations des Iraniens entre eux pour communiquer, pour préparer les manifestations. L'Internet, c'est un moyen évidemment extrêmement utile et rapide pour communiquer, pour s'informer, et pas simplement pour nous. Enfin, il faut aussi penser aux Iraniens qui sont évidemment les premiers concernés, qui se révoltent et qui se mobilisent et qui utilisent évidemment tous les moyens numériques pour communiquer au plus vite, pour pouvoir organiser leurs manifestations. Et brouiller ça, c'est effectivement les couper de moyens très importants pour pouvoir agir. Et donc c'est une forme de répression aussi à l'intérieur contre ces manifestations. Oui, Mehdi ? Oui, d'autant plus que le Starlink était le seul moyen, il l'utilisait beaucoup autour des ambassades. Les Iraniens allaient autour des ambassades françaises, américaines. Pour se connecter. Pour se connecter, et si vous coupez ce moyen, en fait, vous savez pas ce qui se passe là-bas. Et entre les familles, les différentes diasporas iraniennes qui peuvent être en France, aux États-Unis, au Canada ou même en Europe, ça devient très compliqué d'avoir des informations. Et même pour les journalistes ou les personnes qui veulent s'informer, si vous n'avez pas Starlink, vous êtes invisible. Sur ce que disait Noémie avec cette espèce de jeu d'alliance, il faut bien se rendre compte que l'Iran, c'est quand même le carrefour du monde. On a beaucoup parlé du détroit d'Ormuz, mais ce qui se passe en Iran va affecter à peu près la totalité des relations géopolitiques dans les années à venir. C'est le carrefour mondial pour le pétrole. C'est un immense pays pour les hydrocarbures. Donc tout ce qui se passe en Iran va affecter les relations avec la Chine, les États-Unis, l'Europe et la Russie.
Et d'autant plus que j'ajoute, c'est qu'il y a un cargo qui a été coulé en mer Caspienne, si je ne me trompe pas, le Rona, qui transportait des armes entre la Russie et l'Iran. Donc on voit bien qu'il y a des connexions qui se font assez facilement. Et c'est quelque part un peu l'Iran et un peu un théâtre de guerre intermédiaire entre différentes puissances, entre la Russie et les États-Unis. Mais ne pas oublier que c'est le peuple qui se soulève, que c'est pas un mouvement ce sont les politique, Iraniens. parce qu'on a l'impression que c'est des enjeux certes politiques, mais à l'origine de tout ça, il y a une révolte. C'est une révolte du peuple. Il faut pas l'oublier. C'est le peuple qui est dans la rue. Juste pour compléter, Mehdi, rapidement ce que vous disiez, c'est-à-dire que par exemple, les fameux drones Shahid qui sont créés en Iran sont très utilisés par la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Donc on voit bien qu'effectivement il y aura des ramifications à tous les côtés. Mais en même temps, j'allais dire, pardon, mais ça surprend qui ici autour de cette table, cette collusion entre l'Iran et la Russie? Les intérêts sont quand même très alignés à plein de points de vue, et y compris face aux États-Unis, même si les relations entre aujourd'hui Poutine et Trump sont tellement complexes et il y a quand même une rivalité et schizophréniques. On peut se demander un jour ils sont alliés de fait et un jour ils sont ennemis, mais aujourd'hui face à l'hypothétique intervention américaine qui serait d'ailleurs contestable de mon point de vue en Iran, que c'est normal que la Russie se mobilise et aide l'Iran à essayer de... Vous voyez ça, c'est normal, c'est pas étonnant. N'oublions pas que la Russie héberge Bachar el-Assad en ce moment. Oui. Qu'attendent les États-Unis? On en parlait avec Noémie avant l'émission. On s'attendait à une attaque, mais Trump joue un peu au père Fouettard, mais on voit pas trop la fessée arriver parce qu'il dit attention, s'il y a de la répression, il y a eu de la répression. Alors apparemment les pendaisons ont été suspendues. Mais il dit l'aide est en route, ça va faire 2 jours. Aujourd'hui, il a dit il n'y a plus de tuerie, donc on attend. On est vraiment dans l'expectative. Il y a des signaux contradictoires, c'est-à-dire qu'on en parlait cette nuit. L'espace aérien était totalement fermé. Iranien a été fermé. Si vous voyez les trafics des avions, tous les vols commerciaux ont changé leur direction pour ne pas passer au-dessus de l'Iran, parce que l'Iran a émis cette directive de ne pas passer au-dessus de son espace aérien, c'est-à-dire qu'il y avait la crainte qu'il y ait une attaque imminente de la part des États-Unis. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on était à 2 doigts de quelque chose qui allait se passer. Tous les médias américains étaient évidemment en alerte. Reuters a émis une dépêche au cours de la nuit en disant qu'une attaque serait imminente. Beaucoup de gens qui sont passionnés par ces questions n'ont pas dormi, dont moi, et dont vous aussi, Valérie, de ce que j'ai cru comprendre. Et donc, cette histoire est loin d'être terminée. Il y a des choses qu'on ne sait pas encore, mais ce qui est certain, c'est que il y a une volonté de la part du peuple iranien aujourd'hui qu'il y ait une intervention extérieure. Dans les manifestations, il y a des appels aux États-Unis parce que ces révoltes de la part du peuple ont déjà été écrasées dans le sang. Les Iraniens qui se révoltent contre le régime se révoltent à main nue, ils sont massacrés. Vous avez vu que le régime envoie des balles directement dans les yeux, c'est une pratique courante de ce régime, il massacre les gens de cette façon-là, et donc les Iraniens demandent de l'aide de la part des États-Unis notamment. Moi, je suis un peu, je suis un peu gêné quand on parle du peuple iranien, alors, je suis le premier à souhaiter que le régime iranien tombe et tombe, notamment renversé par son peuple et pas par une intervention extérieure, parce que pour moi, les peuples doivent quand même gérer eux-mêmes, déterminer eux-mêmes leur avenir autant que possible, mais je suis pas sûr qu'on puisse aujourd'hui nous confortablement installer dans une table parisienne, dans un studio de radio, parler au nom du peuple iranien. C'est quoi le peuple iranien? On regarde des images, on voit des millions de gens. Mais vous regardez les images. D'abord, Valérie, vous savez bien aujourd'hui que les images, on en fait un peu ce qu'on veut. Et je ne nie pas évidemment et je soutiens totalement la révolte d'une partie des Iraniens. Mais pardon, si le peuple iranien se révoltait, il y aurait plus de régime des mollahs. C'est-à-dire les peuples. C'est combien de millions combien de millions d'habitants 90 et 100 millions. 90 millions, d'accord. Vous pensez qu'il y a 90 millions d'Iraniens aujourd'hui qui sont en train de se révolter, de se soulever? Non. Alors on ne peut pas parler du peuple iranien, on peut parler d'une partie de cette population qui se soulève. Mais attention à ce qu'on dit, nous, les images sont massives. Non, par contre, les images sont massives. Vous avez une dictature, une théocratie qui est là, qui réprime dans le sang, et vous avez des millions de gens tous les soirs dans la rue. Oui, mais ça arrive dans les pays démocratiques aussi. Qu'il y a des millions vous auriez le courage d'être face à une mitraillette? Moi, je suis pas sûr de l'avoir.
Non, mais pardon, je ne mets ni en cause le courage de ces gens que je soutiens de tout mon cœur et dont j'espère vraiment que la révolte va arriver à ses fins et que ce régime va... Mais je suis malheureusement pas sûr que ce soit la majorité des Iraniens aujourd'hui qui suivent ce mouvement. Et je pense que si c'était la totalité ou l'immense majorité des Iraniens, ce mouvement aurait déjà emporté le régime. Alors il y a plusieurs choses. Vous avez raison de dire qu'il n'y a pas un peuple homogène. Il y a toujours des diversités au sein d'un peuple ou d'une population. Il y a toujours des diversités d'opinions. Et oui, il y a une partie marginale de la population qui soutient le régime. Mais elle est marginale. Les derniers sondages, il y a un sondage, c'est difficile d'établir des sondages, mais quand même, il y a des instituts indépendants qui sont cités dans les revues sérieuses. 80% de la population iranienne aujourd'hui ne soutient pas ce régime. Parce que vous avez une population qui est jeune, qui est laïque, qui aspire à de la liberté. Pascal, est-ce que c'est un pouvoir théocratique? Est-ce que c'est le sujet aujourd'hui? Non, mais c'est... Oui et non. Oui et non. Est-ce que c'est le sujet? Il y a des manifestations, il y a des gens qui sont réprimés dans le sang, on a des dictatures, on a une dictature. Enfin, on en a dans malheureusement beaucoup de pays, des dictatures. Ce sujet de regarder ailleurs, comme quand on dit il y a des femmes battues, mais il y a aussi des hommes. C'est ce qu'on est en train de faire. Regarder ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire, parce que pendant qu'on parle de l'Iran, on parle plus de Gaza, on parle plus de l'Ukraine, on parle plus de plein d'autres endroits. Juste quelque chose, nous, en tant que Français, on pense évidemment à nos intérêts, et aujourd'hui, la République islamique d'Iran est un régime qui est considéré comme à l'encontre des intérêts des Français. Deux choses, nous avons 2 otages qui sont encore des otages français, qui sont encore bloqués à l'ambassade de Téhéran. Deuxième argument, il y a des risques très sérieux d'attentats dans notre pays. Il y en a déjà eu par le passé. La République islamique d'Iran menace la France. Il y a des ingérences. Regardez les travaux d'Emmanuel Razavi. C'est un régime qui menace la France. Mais je crois qu'on va parler tout à l'heure d'indignation sélective. Alors c'est très important d'en parler. Je voudrais, simplement, moi je voudrais juste mettre un petit bémol sur le fait que, confortablement installés dans nos studios de radio parisiens, on parle au nom du peuple iranien. Non, on parle pas au nom du peuple. On constate, on parle pas au nom du peuple. En ce qui me concerne, je passe toutes les manifestations avec eux tous les dimanches. Mais pourquoi mettre un bémol? C'est ça que je comprends pas. Je comprends pas l'intention de ce que vous dites. L'intention, c'est de dire que je voudrais être sûr et j'aimerais à la fois. Et je voudrais être sûr, et j'aimerais à la fois, que la majorité, l'immense majorité de ce peuple veuille renverser ce régime. C'est le cas, et je pense que nos analyses sont un petit peu là-dessus faussées par notre envie que ça se passe comme ça. Voilà. Mais c'est ça que je veux dire. Je comprends pas ce que vous dites. Franchement, je vous assure, lisez les travaux d'Emmanuel Razavi. Les images qu'on voit montrent une volonté massive de gens qui veulent se débarrasser de ce enfin, on parle de quelques millions de manifestants sur une population de 90 millions. C'est comme si vous disiez aujourd'hui, le peuple français veut que le RN arrive au pouvoir. Non, il y a une partie du peuple français qui veut que le RN arrive au pouvoir. Mais voilà, c'est juste cette nuance. Je suis pas convaincu, hélas, que la totalité des Iraniens veuillent faire sauter ce régime. Alors, on va continuer. On va continuer avec vous, Gilles, dans un instant. On va parler de quoi ? On va parler de la reconnaissance faciale et de nos libertés. Absolument, à tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, on pourrait parler effectivement longtemps de l'Iran, mais on va avancer dans nos débats. Il y a d'autres sujets. Je pense que ça va vous faire réagir. Alors, vous savez que durant les JO en France, la police, alors ça a été évidemment très contesté, a testé de façon légère la reconnaissance faciale, déjà très en vogue en Chine. Alors aujourd'hui, c'est au tour du Royaume-Uni de mettre en place la reconnaissance faciale, avec même un camion tout équipé qui se déplace au fil des opérations ponctuelles. France 2 a suivi ce camion et vous allez voir que très vite, de nombreux visages sont filmés par ce camion et on trouve des gens. Longtemps cantonné à la science-fiction, la reconnaissance faciale en direct est devenue un outil du quotidien pour Scotland Yard. Exceptionnellement, nous avons pu accompagner les forces de l'ordre. Au cœur du dispositif, ce fourgon rouge bardé de caméras, installé ce jour-là près d'une rue piétonne très fréquentée. À bord, le sergent qui coordonne l'opération doit rester anonyme pour des raisons de sécurité. À chaque fois que le système détecte un visage, il le compare instantanément à la liste de surveillance. Aujourd'hui, elle compte 1500 personnes. Combien de visages pouvez-vous scanner en même temps ?
des centaines par minute. Il nous arrive de le faire lors de matchs de foot, quand 60 000 spectateurs sortent du stade en même temps. À l'extérieur, les policiers sont équipés de téléphones spéciaux qui les alertent en cas de détection d'un suspect. En 1 heure seulement, ils procèdent à 5 interpellations entièrement guidées par la technologie. Certains suspects sont sous mandat d'arrêt, d'autres sous contrôle judiciaire doivent justifier leur présence dans ce quartier. Alors, est-ce que c'est contre nos libertés C'est en Angleterre, c'est strictement interdit en France, c'est très encadré. C'est très encadré, mais il y a eu des essais durant les Jeux Olympiques, comme je l'ai dit. Alors, est-ce que ça permet d'avoir plus de sécurité ou à l'inverse, ça entrave nos libertés? C'est la question que je vous pose. Oui, alors, Frédéric, ça vous fait réagir? Moi, j'ai une première réaction, vraiment purement réaction de communicant, mais c'est la voix et le ton anxiogène du journaliste pour présenter le sujet, qui déjà façonne notre façon de l'aborder. C'est le 20h de France 2. Parce que 20h de France 2, ou ailleurs, en tout cas, c'est présenté d'une façon déjà c'est flippant. Donc même si on n'écoute pas les mots, la musicalité du reportage déjà nous fait peur. Donc déjà, ça nous oriente sur une façon de penser. Après, la bonne question, c'est effectivement, est-ce que la sécurité c'est la première des libertés, et est-ce qu'on peut avoir de la liberté sans sécurité? Vous avez cité la Chine, mais il y a beaucoup de pays où la reconnaissance faciale est absolue et permanente. C'est étonnamment les pays dans lesquels on est très en sécurité, donc c'est un vrai sujet. Et je repense juste aux attentats du Bataclan où au bout de 2 rues et 2 stations de métro, on a perdu l'ensemble des terroristes parce qu'on n'était pas capable de les identifier. Il faut se poser la question de nos libertés individuelles, mais il faut aussi se poser la question de notre sécurité collective. À quel moment on a envie d'être en sécurité et à quel moment on considère que personne ne devrait savoir où on se trouve, ce que l'on fait. Dans les aéroports, la question peut se poser aussi. Mehdi Reich. Alors, c'est une question, on pourrait débattre de ce sujet pendant 2 heures, parce qu'au fond, c'est une vraie question de philosophie. Vous pouvez restreindre n'importe quelle liberté pour un prétexte de sécurité. Ça, c'est la base. C'est la base philosophique du débat. Ensuite, moi, ça me pose 2 problèmes. C'est que, d'une, il y a la sécurité des données que vous utilisez. Quand un petit camion se balade pour filmer les gens, moi, j'ai pas demandé à ce qu'on me filme. Et j'ai pas demandé à ce qu'on me prenne en photo mon visage et ensuite qu'on utilise ma photo dans des systèmes de sécurité. Donc se pose même la question de services de sécurité et des services de sécurité sur les données utilisées, parce qu'ensuite on parle beaucoup de failles de sécurité au niveau des institutions, au niveau de l'État, mais ensuite qu'est-ce qu'on va faire de ma donnée personnelle? Et ça pose une seconde question. Ce sont mes données personnelles. Donc c'est la patrimonialité des data qui vous appartient. Donc c'est votre identité qu'on est en train d'utiliser. Si on ne répond pas à ces 2 questions, qui vont complètement angler le sujet, ça va devenir compliqué d'argumenter. Donc moi, je me pose surtout la question de la sécurité de mes données, comment elles sont utilisées, et ce sont mes données qui m'appartiennent. Ce sont mes data. Et ensuite, je veux rejoindre Frédéric, c'est qu'il y a un principe de réalité qui va s'appliquer. On sait qu'on est dans un environnement qui est chrysogène, on parle beaucoup du terrorisme. Donc c'est vrai qu'il va falloir se sécuriser pour faire face à ça. Mais là encore, il y aura des personnes qui vont soit angler sur le principe de liberté, ce que je viens d'expliquer, soit vous allez devoir, mais on va dire quelque part, singer la liberté pour juste jouir d'une sécurité qui, au fond, ne va pas vous protéger pendant des dizaines et des dizaines d'années, puisque la menace, ça va sans arrêt évoluer et elle s'habituera toujours à ce nouveau principe de sécurité ou la nouvelle législation que vous allez mettre en place. Alors, on a Dorian qui voulait réagir au 826 300 300. Que pensez-vous donc de cette reconnaissance faciale? Encore une fois, très encadrée. La CNIL, le défenseur des droits, qui rappelle régulièrement que c'est une technologie intrusive, sujette à des erreurs en plus. Dorian, qu'est-ce que ça vous inspire? Bonjour à tous. Moi, franchement, ça m'inquiète vraiment énormément. La reconnaissance faciale, ça va vraiment, comme vous l'avez dit, nos vies qui vont être épiées en permanence. Alors effectivement, on justifie ça sous le prétexte de la sécurité pour des événements, par exemple. Mais au fond, c'est nos libertés personnelles qui vont prendre un coup. Et comme l'un de vos chroniqueurs l'a indiqué, qui va être fait de nos données, en fait, on voit effectivement beaucoup de piratage aujourd'hui, et on se demande vraiment est-ce que nos données vont être en sécurité. Au-delà de ça, il nous indique que c'est pour repérer des suspects ou des personnes dangereuses. Et demain, qu'est-ce qu'ils vont vraiment faire de tous ces systèmes? Oui, non, mais c'est une vraie question. Mehdi disait question philosophique, mais c'est vrai que ça pose un certain nombre de questions. On voit qu'en Angleterre, donc, c'est utilisé. Nous, on a visiblement on est plus rigoureux. Merci de nous avoir appelé Dorian. Juste Catherine et Cathy nous dit. Ah oui, alors allez-y. Une petite question pour Dorian. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux? Et si oui, est-ce que vous mettez des photos de vous?
Alors moi effectivement j'ai des réseaux sociaux mais que je ne mets aucune photo de moi. Alors je mets les photos du paysage, de là où je ne me promène, mais je ne mets jamais aucune photo de moi. C'est un principe. Au moins vous êtes cohérent, parce que je suis convaincue que beaucoup de gens auront le même point de vue que vous, c'est-à-dire que bien sûr qu'il y a une grande crainte que nos libertés soient empiétées par ces systèmes sécuritaires, mais dans le même temps il y a quelque chose d'assez contradictoire et de paradoxal chez nous tous, c'est qu'en même temps nous-mêmes en fait nous exposons nos vies, nous exposons nos points de vue, nous exposons nos visages, nos amis. Oui, mais c'est un choix. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez dans telle rue et que vous ne voulez pas qu'on sache que vous êtes dans telle rue parce que vous allez faire autre chose, là vous n'avez plus le choix, vous êtes filmé. Parce que c'est la question de l'usage derrière. Voilà. L'usage personnel, l'usage... On pourra en redire un mot d'une réaction d'une auditrice, Cathy, qui dit: j'ai fait du tourisme un mois en Chine, on a montré notre passeport dans tous les endroits touristiques et dans les transports, cela ne m'a absolument pas gênée et je me suis sentie en sécurité. Et elle rajoute: au nom de la liberté, c'est fatigant, on n'est pas protégé et même les maires qui étaient contre les caméras en reviennent. Là-dessus, elle a raison. C'est pas exactement la reconnaissance faciale, mais c'est vrai que les caméras, on a eu le même débat sur les caméras et qu'aujourd'hui, beaucoup de villes sont équipées en caméras. Vous pourrez réagir après le journal. À tout de suite. Sud Radio. 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous sur Sud Radio pour les débats avec Noémie Alioua, journaliste, essayiste, Mehdi Raïch, analyste politique, Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise, et Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris, spécialisé en communication. On va revenir sur ce chiffre absolument hallucinant. 41 boîtes de médicaments par an et par Français sont remboursées par la Sécurité sociale. Le Doliprane est le médicament le plus remboursé. Donc, à l'heure où on cherche des économies, peut-être qu'on pourrait s'interroger sur certains remboursements. Et puis, des criminels vont être remis en liberté, faute de pouvoir être jugés dans les délais légaux. On en parle avec vous dans un instant. Pascal, vous vouliez réagir, parce que tout le monde n'a pas eu le temps de réagir sur le son de Gilles sur les caméras dans la rue, sur la reconnaissance, pas les caméras dans la rue, sur la reconnaissance faciale. Pour vous, c'est une violation des libertés? Oui, c'était profondément une violation des libertés. Moi, je souscris quand même à ce qu'a dit Mehdi, d'abord sur les risques, effectivement, d'utilisation de ces données qui seront gérées très certainement par des sociétés privées en plus, donc on n'aura qu'un contrôle très partiel là-dessus. Mais plus fondamentalement, je pense que le débat, il est essentiellement philosophique. Pour moi, entre la liberté et la sécurité, le choix, il est fait de façon absolument radicale. C'est-à-dire que je suis prêt à sacrifier ma sécurité et totalement ma sécurité au bénéfice de ma liberté. Je pense que c'est un combat perdu depuis malheureusement un certain temps et de plus en plus rapidement parce que la tentation sécuritaire est en train de gagner du terrain à une vitesse exponentielle et le régime Macron a fait beaucoup pour ça en France. Et donc néanmoins, je continuerai à essayer de me bagarrer modestement à mon niveau pour essayer de faire comprendre à nos individus que la base de la démocratie, c'est la liberté. D'ailleurs, la devise de la République française, c'est liberté, égalité, fraternité. Il n'y a pas sécurité là-dedans. Malheureusement, on est tous effectivement en quête de sécurité. La peur est un sentiment sur lequel on peut jouer très très facilement. On sait en général à quoi ça mène. Il y a quand même moult exemples dans l'histoire de comment les dirigeants totalitaires utilisent la peur pour arriver à leur fin. Malheureusement, on ne tient pas compte de l'histoire et on ne tire aucune leçon de ça. Un auditeur me dit il y a beaucoup plus grave, ce sont toutes les fraudes, les cyberattaques qui là pour le coup je ne savais pas. Il me dit servicepublic.gouv.fr a été victime d'une cyberattaque en cause un énième sous-traitant piraté et là ce sont des données autrement plus importantes que votre visage, enfin c'est autre chose si vous voulez, mais c'est vrai qu'avec les hôpitaux vous avez la banque postale, Free, enfin il y a eu plein d'entreprises qui ont été piratées. Le ministère de l'Intérieur, oui, le ministère de l'Intérieur. Free a eu une amende, vous avez vu, Valérie. Noémie a tout à fait raison de souligner de toute façon qu'avec les réseaux sociaux, on accepte mais de notre plein gré de sacrifier aussi et de mettre à disposition des big data un certain nombre de données personnelles effectivement qui ne nous appartiennent plus.
On accepte aussi la reconnaissance faciale pour accéder à plein d'applis, comme les applis bancaires, comme beaucoup de choses. Donc, cette reconnaissance faciale, elle existe partout et on en est les complices quelque part déjà, de toute façon. Et nos empreintes. Bien sûr. Nos empreintes, quand on les identifie également sur notre portable pour ouvrir notre portable, ça paraît naturel, mais on utilise aussi. Oui, moi j'utilise nos empreintes. Il a un très vieux téléphone. Cette information, donc ce matin, c'est à lire dans le Figaro, mais hier déjà plusieurs avocats s'étaient exprimés sur les réseaux en réponse à Gérald Darmanin. Alors, c'est assez cocasse, pour employer un mot un peu désuet. Gérald Darmanin dit l'augmentation historique du nombre de magistrats et de greffiers partout en France est une réalité qui change la vie de nos citoyens et de nos juridictions. Dans le ressort de la cour d'appel de Douai, etc., 139 magistrats, donc il est très content, Gérald Darmanin. Il est content, parce qu'il y a plus de juges. Sauf qu'il y a une avocate qui lui dit, alors, monsieur le ministre, à Bobigny, certains juges aux affaires familiales renvoient les dossiers sans date. À Nanterre, les dossiers correctionnels sont renvoyés 9 mois plus tard. On parle de correctionnel, Et à la Cour d'appel de Paris, j'ai des plaidoiries qui sont fixées fin 2027, alors que l'appel a été fait début 2025. Ça m'a interpellé hier. Et puis ce matin, je lis cet article dans le Figaro. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, c'est à la Cour d'appel Aix-en-Provence, Franck Rastoul, le procureur général, qui lui parle qui dit que la justice criminelle est concernée. 19 accusés criminels qui devront être remis en liberté en 2026, donc cette année, dans quelques mois, faute de pouvoir être jugés dans des délais de détention. Nous coulons lorsque nous atteignons des délais de 75 mois et même plus pour juger un viol, lorsque nous constatons l'aggravation de la situation des stocks liés à l'afflux des dossiers criminels devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, on ne peut plus juger comme on le faisait au siècle passé. Je pense aux victimes de viol qui attendent 3 ans pour que son agresseur soit jugé. Puis je pense aussi à certains détenus qui attendent un procès, qui reste 6 ans en prison sans avoir vu le moindre tribunal, Mehdi Raich. Donc la justice, quand on dit que la justice va mal, elle va très très mal. Elle est sous-dotée. En fait, c'est un énorme paradoxe, c'est que pendant très longtemps, on a dit, et c'est très bien, qu'il fallait faire en sorte que la justice soit plus armée. Notamment en créant des lois. On parle beaucoup il y a eu le mouvement MeToo, notamment pour inciter les femmes à porter plainte. Donc il y a une libération de la parole sur certains sujets. Sur le cas du viol qui est mentionné dans le Figaro, c'est 6 ans d'attente avant la première instance. C'est-à-dire qu'entre le moment où l'enquête commence et le moment où la personne va être jugée pour la première fois, il y a 6 ans d'écart. Je ne sais pas si on s'imagine la violence que c'est pour une victime. Bien sûr. Ensuite, il y a un double effet. L'article, il explique qu'il y a à la fois une augmentation de la violence. Donc les dossiers sont de plus en plus violents et ils sont de plus en plus nombreux. Oui. Et donc la justice n'est pas capable de faire face à ça. C'est-à-dire qu'elle est à la fois dans un processus administratif qui est beaucoup plus long, parce qu'il y a beaucoup plus de droits, beaucoup plus de recours, notamment pour les personnes qui sont accusées. Et en même temps, elle est sous-dotée. Je rappelle que pour 1 000 € de dépenses publiques utilisées, seulement 5 vont à la justice. Donc il y a bien un problème de sous-dotation. Et la justice n'est plus vraiment calibrée pour l'augmentation des stocks, c'est-à-dire l'augmentation des dossiers et sur la violence des affaires en cours. Donc c'est un problème qui, à mon avis, politiquement est très mal calibré. Il est mal pensé. Quand on voit la réaction de Gérald Darmanin et ce qui avait été annoncé, on voit bien que la réalité est en train de rattraper le politique. Un sujet comme ça, quand on se dit que 19 personnes peuvent être relâchées parce qu'il n'y a pas de date, c'est pour les victimes, c'est dramatique. Oui, c'est un vrai sujet. Et quand on parle, après on peut faire le parallèle avec le sujet de tout à l'heure avec l'enfance, mais quand vous prenez la situation de l'ASE, vous prenez plein de petits secteurs comme ça qui sont très importants, qui sont au rouge, le sujet de la justice et qui finalement n'est plus véritablement en capacité d'appliquer la justice, c'est inquiétant pour la population et je comprends finalement le sentiment de défiance envers les juges et envers la justice. Oui, ils y sont pour rien. Enfin, quand je dis ils y sont pour rien, ils ont. Ils y sont pour rien, mais les gens se disent je ne suis plus capable d'être jugé par la justice. C'est dans les Bouches-du-Rhône en particulier, ce que précise le magistrat, c'est les dossiers de criminalité organisée qui occuperont déjà 18 sessions, 61 semaines d'audience en 2026, rejoindront les 925 dossiers criminels en attente de jugement et ce stock augmente dans des proportions impressionnantes, plus 36% en un peu moins d'un an, c'est inédit
est terrifiant. Je ne sais pas qui veut réagir, peut-être. Et puis appelez-nous au 0826 300 300 si vous avez eu affaire à la justice, si vous avez été, vous, victime de ces lenteurs de la justice. Frédéric Fougera. Je voudrais légèrement modérer ce que vient de dire Mehdi. J'y souscris parfaitement, mais on ne peut pas toujours non plus être dans la logique de quand ça fonctionne pas, il suffirait de mettre plus d'argent pour que ça fonctionne mieux. Alors oui, l'argent c'est le nerf de la guerre et l'analyse des systèmes judiciaires internationaux le prouve et le rappelle, mais montre aussi que ce ne sont pas nécessairement les pays qui dotent leur justice de plus de budget qui sont les plus rapides. C'est en partie vrai, mais pas seulement. Et donc il faut voir le sujet sous un angle total et pas que sous l'angle budgétaire, et notamment celui de l'histoire des procédures. Plus les procédures sont complexes dans un système judiciaire, plus la justice est lente, et c'est le cas de notre pays. Alors on y met relativement peu de budget par rapport à d'autres pays en comparaison, même si le budget de la justice a fortement augmenté ces dernières années proportionnellement aux autres, à l'histoire du budget du ministère de la Justice. Mais c'est pas qu'une question de budget. Et s'il suffisait de toujours plus taxer dans notre pays taxophile pour filer plus de budget, donner plus de budget à chaque administration, ça se saurait et notre pays fonctionnerait mieux. Donc c'est un des éléments du sujet, mais c'est pas le seul élément. Et la question de la complicité de notre procédure, elle pèse très lourd. Il y a Marc sur les réseaux qui nous demande est-ce que, comme aux États-Unis, ça ne devrait pas se régler avec une somme d'argent entre avocats. On sait qu'aux États-Unis, souvent, il y a des accords et il y a des conciliations. Ça existe aussi, mais là, c'est très encadré en France. Là, on parle d'affaires criminelles. Donc, vous avez forcément des cours d'assises. Oui. On parle de cours d'assises, Pascal. On parle d'affaires criminelles. Alors, je souscris à ce que viennent de dire mes deux camarades, et je pense qu'effectivement la précision de Frédéric est hyper importante. Il y a un problème évidemment de financement, c'est très clair. Il y a certainement aussi un énorme problème de procédure et de lenteur de la justice en tant que telle sur chaque dossier. C'est-à-dire c'est pas uniquement l'accumulation des dossiers, mais le traitement de chaque dossier pourrait certainement, alors je suis pas du tout spécialiste, mais pourrait certainement être accéléré, la façon dont on traite les dossiers, etc. Mais moi, je voudrais élargir ça au reste de la justice. Il n'y a pas que la justice criminelle, il y a la justice administrative, il y a la justice commerciale, qui sont aussi extrêmement lentes et qui, économiquement, par exemple, ça a un impact énorme sur la vie des entreprises, sur la vie des salariés, par exemple, quand il s'agit des prud'hommes ou autres, les conflits entre entreprises, les conflits administratifs entre des entreprises et des communes, etc. Ça peut là aussi prendre des années. Quand vous avez par exemple un recours sur un permis de construire, avec les différentes procédures, ça peut prendre 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et aujourd'hui, on contrôle la construction d'une autoroute, qu'on suspend, qu'on reprend, qu'on suspend, qu'on reprend. Et tout ça a un impact terrible sur l'économie. Il n'y a pas que là, il ne faut pas uniquement se limiter à l'aspect criminalité. Je trouve qu'on est vraiment, je souscris tout à fait à ça, je trouve qu'on est vraiment sur une pente glissante. Parce que si la justice ne fait pas son travail et que la société n'a plus confiance en sa justice, les gens vont se faire justice eux-mêmes, tout simplement. S'ils considèrent que si une fille se fait violer, d'accord, et que son violeur met des années avant d'être traîné devant la justice, 6 ans, écoutez, son père, son cousin, son frère va dire écoutez, la justice ne fait pas son travail, on va aller le faire nous, on va aller se venger. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une pente glissante vers l'anarchie. Si on n'a plus confiance en la justice et que la justice ne fait plus son travail, encore une fois, on va tout droit vers l'anarchie. Les gens ne vont plus faire confiance au système judiciaire. Le système judiciaire a justement été construit pour qu'on puisse réguler les passions des gens, mais ça repose sur une confiance dans le système judiciaire. Et encore une fois, si vous, dans votre vie, vous ne voyez pas que cette institution judiciaire vous rend justice d'une façon ou d'une autre, si vous voyez qu'il n'y a même pas de procès ou que le procès met des années à arriver, on va arriver à des situations d'anarchie et des situations de gens qui vont vouloir se faire justice eux-mêmes. C'est extrêmement important ce que dit Noémie, et c'est extrêmement juste. Et mon camarade Pierre Rancé, qui a été très longtemps journaliste police-justice sur un certain nombre de médias concurrents, a fait un livre tout récemment sur effectivement la tentation de l'autojustice, et très argumenté, très étayé d'exemples concrets où effectivement de plus en plus il y a une tendance à se faire justice soi-même, parce que effectivement l'État ne joue pas son rôle
protecteur. On se retrouve dans un instant. Est-ce que vous consommez beaucoup de médicaments? Quand je dis consommer, c'est le terme adéquat. Est-ce qu'on vous a prescrit beaucoup de médicaments? 42 médicaments par Français, 42 boîtes remboursées par Français chaque année, avec en tête le Doliprane. Donc faudrait-il songer à dérembourser certains médicaments? Je pense que ça fera débat. 0826 300 300. Ça s'est passé dans le Grand Matin Sud Radio. Le nouveau spectacle des Chevaliers du Fiel avec Sud Radio. Prochaine date, le 15 janvier à l'Arkea Arena de Floirac, près de Bordeaux. Le 16 janvier à l'Arena Le Palio de Boulazac-Île-Manoir. Et le 18 janvier au Zénith de Pau. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, est-ce que vous consommez trop de médicaments? Est-ce que vous en avez conscience? 0826 300 300. La sécurité sociale, je vous le rappelle, est surendettée et rembourse chaque année plus de 27 milliards d'euros pour des médicaments. Donc, ce sont 41 boîtes remboursées par assuré. Ça représente 2,2 milliards et demi de boîtes qui ont été remboursées. Donc, l'année dernière, évidemment, avec l'âge, le nombre de boîtes augmente particulièrement. Le paracétamol arrive en tête. Les anticancéreux, évidemment, aussi, parce que ce sont des médicaments indispensables. Mais le Doliprane, ça représente 71,5 millions de boîtes pour 22 millions de patients. Il y a aussi la vitamine D qui est extrêmement remboursée. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous consommez beaucoup de médicaments, Noémie? Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que la consommation de Doliprane a augmenté depuis le Covid? Parce qu'il y a eu quand même un petit trauma au moment du Covid. On s'est retrouvé en rupture de stock et je soupçonne beaucoup de gens de s'être dit à ce moment-là, je n'ai pas pu en avoir, donc je vais en acheter plein de boîtes. Les chiffres concernent 2024, 2025. Donc il faudrait voir. Mais pour revenir sur ce que vous disiez, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont des maladies graves et qui doivent acheter des médicaments qui ne sont pas remboursés. Aussi, j'ai discuté plusieurs fois avec des amis médecins qui m'expliquent que, par exemple, des retraités ne vont pas faire certaines biopsies, certains examens parce qu'ils ne sont pas remboursés. Et donc, comme la politique, c'est un choix et c'est une question de gestion, je pense qu'on devrait rembourser ce qui est nécessaire à la vie, en l'occurrence les choses importantes pour les maladies graves. Et le Doliprane, je suis désolée, pour des maux de tête, on n'est pas obligé de le rembourser. Les gens peuvent s'acheter leur Doliprane s'ils en ont envie. C'est une question de choix. On doit rembourser des choses qui sont essentielles à la sauvegarde de la vie, et les choses qui ne sont pas essentielles, les gens peuvent se débrouiller et acheter leur Doliprane 2 €. C'est une question comme ça je pense qu'il faut faire des choix, et des choix qui vont... Parce qu'on cherche des économies pour la Sécu, mais c'est vrai que la vitamine D, est-ce qu'on a besoin de rembourser la vitamine D? C'est la vitamine D, 71 millions de boîtes de vitamine D. Est-ce qu'on a besoin de les rembourser? On a Samy en ligne, bonjour. Bonjour. Vous êtes pharmacien à Paris, c'est ça? Oui, tout à fait. Et alors, vous êtes étonné par ces chiffres? Oui, pour moi, raison garder cette étude, je pense qu'elle est un peu biaisée. Pourquoi? Je m'explique. Juste un petit argument que je donnerai à la fin rapidement, mais il y a des chiffres. Le médecin en France, celui qui coûte moins cher dans la zone OCDE. On est à 26,50 € versus 35 €. On va prendre la France et l'Allemagne et on va comparer. Un Allemand consomme par an 627 € de médicaments. Un Français, il consomme 514 €. On n'est pas loin de l'Allemagne en termes de pourcentage de médicaments dans le PIB. On est à 11,3%, les Allemands sont à 11,2%, la moyenne européenne est à 9,28%. Les chiffres, je les motive en allant sur la fondation IFRAP, l'IRDES, l'Institut de recherche et documentation en économie de santé. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, quel est l'objet derrière cette étude ou ce message? Je laisse le choix à chacun de se faire sa propre opinion. Maintenant, pour revenir aux 41 ou 42 boîtes, eh bien, je vais vous surprendre juste avec un argument simple. Imaginons que vous avez mal, une douleur, qui va durer 1 mois. Si vous vous retrouvez en Italie, en Allemagne ou en Belgique, le médecin, si vous prescrit du paracétamol à raison de 3 fois par jour, vous allez avoir une boîte de 90. Oui. En France, on a des boîtes de 8, ça n'existe pas au-delà de 8. Donc vous aurez 12 boîtes. Donc cette étude, à mes yeux, j'ai pas eu l'étude sous les yeux pour lire exactement qu'est-ce qu'on compare. Mais c'est vrai, si on compare les choux et les carottes, on n'aura pas le même résultat. Là, il n'y a pas de comparaison réellement avec l'étranger, c'est un constat. Le paracétamol, j'avais zappé le chiffre, c'est 430 millions de boîtes par an.
430 millions de boîtes par an qui sont remboursées. Donc je ne parle même pas des boîtes que vous achetez, puisque le paracétamol est en vente libre. 430 millions de boîtes, c'est beaucoup. Merci Samy d'avoir appelé. Frédéric Fougera. Moi, d'abord, je vais faire un mea culpa. Oui, je suis un gros consommateur de paracétamol. Deux, je pense qu'il y a une question de responsabilité personnelle aussi. Comme on n'est pas obligé d'aller encombrer les urgences pour un bobo, pour justement laisser la place et la véritable urgence à des gens qui en ont besoin, on peut aussi oui, mais on le sait pas toujours. Quand on va aux urgences, on sait pas. Le bobo, c'est toujours c'est le bobo de l'autre. C'est jamais son bobo quand on va aux urgences. De la même façon, quand un médecin me prescrit du paracétamol, j'estime que j'ai les moyens de me le payer et je me le fais pas rembourser. Mais je vois par exemple dans mon entourage, dans des personnes âgées qui ont leur armoire à pharmacie remplie de boîtes de paracétamol parce que le médecin le prescrit au cas où, parce que le pharmacien le délivre. Et du coup, il y a des stocks et des stocks et des stocks de boîtes de paracétamol. Là, on peut se dire quand même qu'il y a une forme de gâchis. Et pour revenir sur la vitamine B, alors c'est peut-être pour éviter c'est peut-être pour éviter d'utiliser du paracétamol ou d'autres produits, parce que certains médecins le prescrivent de fait tous les automnes, tous les hivers. Tiens, pour pas être dépressif, tiens voilà une cure de vitamines. Alors peut-être que c'est de la précaution, de l'anticipation, je sais pas. Mais voilà, on peut aussi engager sa responsabilité personnelle et se dire quand on me prescrit du paracétamol, je suis pas obligé de donner l'ordonnance et je peux le payer moi-même. Oui, Pascal Bataille. Est-ce que c'est pas aussi... Excuse-moi Pascal, et je voulais une dernière chose. Autre question que je me pose, c'est aussi, là j'ai pas la réponse, j'ai que la question, c'est la question du prix du médicament. Je suis étonné en voyageant beaucoup à l'étranger de voir que le prix du paracétamol est beaucoup moins cher à l'étranger. Donc qu'est-ce qui fait le prix du médicament et pourquoi est-il à ce prix chez nous par rapport à d'autres pays? Mais j'ai pas la réponse à cette question. Alors on va marquer une pause, je vous donne la parole tout de suite après Pascal Bataille et vous pourrez réagir également Noémie à ce sujet. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est de retour avec vous. Nous parlions donc de ces médicaments remboursés en France qui sont impressionnants. 41 boîtes remboursées par assuré. Alors évidemment, encore une fois, il faut préciser que le chiffre augmente quand on est plus âgé, parce que forcément, on est plus sujet à des maladies. On a Claire en ligne avec nous. Bonjour Claire. Bonjour à tous. Bonjour, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez beaucoup de boîtes de médicaments chez vous? Alors j'ai eu beaucoup de boîtes de médicaments, parce que comme j'expliquais à Rémi, c'est que j'avais une ordonnance et j'allais bêtement à la pharmacie prendre tout ce qui était prescrit dessus, les 6 boîtes de Doliprane, les 2 boîtes, de tout quoi. Et puis je me rendais compte au bout d'un moment que évidemment l'armoire à pharmacie explosait. Donc je retournais un an après à la pharmacie avec mon petit sac Cyclamède pour rendre tout ce qui était périmé. Et petit à petit, j'ai pris conscience que c'était pas tenable. Et quand j'avais une ordonnance avec beaucoup de boîtes, je prenais une boîte et la pharmacienne me disait si vous en avez besoin à nouveau, vous revenez avec. Et de manière un peu redondante par rapport à ce qu'ont dit les différents invités, notamment le pharmacien, je déplore vraiment le fait que quand on a besoin de temps de comprimés, de temps de traitement, on nous donne 2 boîtes, 3 boîtes, sans que dans la 3e boîte, il n'y aura que 2 comprimés qui seront pris, qu'on n'ait pas la quantité exacte de ce dont on a besoin. Oui, non mais Claire, je pense que ce que vous dites, ça parle à pas mal de gens, c'est-à-dire que on a tous, je pense, beaucoup d'entre nous pris conscience de cela. Message effectivement d'autres auditeurs qui nous disent avant je prenais toutes les boîtes, maintenant je regarde et j'en ai marre d'être encombré. Et Pascal, oui, alors ça me semble très intéressant effectivement, à la fois ce que disait le pharmacien et notre auditrice, c'est que il y a un vrai sujet sur le conditionnement. Moi je vois récemment j'ai été sous antibiotiques, il me reste quasiment une boîte entière d'antibiotiques que je ne vais jamais utiliser. Et donc il y a des pays où effectivement on délivre vraiment à l'unité, où comme le disait notre ami pharmacien,
dans des quantités, des boîtes beaucoup plus importantes, mais qui correspondent à une durée de traitement. Au-delà de ça, la question que je me posais, mais sans avoir la réponse, c'est est-ce qu'il n'y a pas un sujet sur le remboursement des médicaments qui ne sont pas prescrits par ordonnance déjà, c'est-à-dire que le Doliprane, par exemple, pour ne parler que de lui, on en prend comme si on allait au supermarché, s'acheter des haricots verts ou des yaourts. Et donc, est-ce que c'est pas problématique qu'on rembourse des médicaments qui ne sont pas prescrits par un médecin déjà? Mais ils ne sont remboursés que quand il est prescrit. Que quand il est prescrit. Donc là, la question, c'est est-ce qu'il faudrait arrêter de le rembourser finalement? Oui, mais c'est vrai qu'il est remboursé que effectivement sur présentation d'une ordonnance. Mais enfin, moi j'ai vu souvent des pharmaciens qui rajoutaient ça dans le. Oui, dans les ordonnances. Oui, c'est ça. Et vous avez besoin de Doliprane, oui. Voilà. Et qu'ils mettaient sur la fiche. Donc mais je pense que le sujet essentiel, c'est quand même le conditionnement plus que le remboursement. Oui. Alors, je vois les champions d'Europe de la consommation de médicaments ne sont plus les Français, contrairement à ce qu'on entendait il y a 10 ou 15 ans. La situation a évolué et la France a réduit grâce à des campagnes, en particulier sur les antibiotiques. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Là, les Allemands sont les plus gros consommateurs, suivis par les Suisses, les Grecs. Donc voilà. On va passer à vos coups de cœur, vos coups de gueule. Mon coup de cœur sur Sébastien Lecornu. Alors, pas forcément sur le fond, mais je trouve que depuis la séquence de septembre, Sébastien Lecornu a émergé vraiment comme une figure politique importante. Il a pris de l'épaisseur, je pense qu'il a le cuir tanné, et le centre cherche à se trouver un champion. Et quand je vois Sébastien Lecornu, je le trouve très fin politiquement. Il a très bien mené sa partition durant cette crise budgétaire, et encore dans ce qui se passe aujourd'hui. Donc je trouve qu'il a pris une épaisseur je ne pensais pas, dont je le pensais pas apte ou capable. Donc c'est je trouve un personnage très intéressant. Je sais pas encore un débat de fond, c'est vraiment sur la forme, sur ce qu'il incarne. Et j'ajouterais à ça, c'est que on voit qu'il y a une dynamique derrière Sébastien Lecornu. Il monte dans les sondages, il a plutôt quelque chose de positif, à l'inverse de quelqu'un comme Emmanuel Macron, alors qu'il est censé être du même camp. Et donc on voit qu'il y a cette différenciation, cette dissociation entre les deux, et Sébastien Lecornu est en train d'émerger comme une figure importante. Pour moi, c'est un bon Premier ministre, et dans une phase de crise, il a très bien mené sa barque, et c'est quelque chose qu'il faut saluer. On parle beaucoup de la baisse de qualité du personnel politique, c'est un de mes dadas, et je vois en Sébastien Lecornu quelqu'un de fin politiquement, et je ne l'imaginais pas comme ça. Donc pour moi, c'est une surprise. Au-delà du fond, je parle vraiment de la forme, de ce qu'il est, la manière dont il a mené cette crise et la stratégie, j'ai trouvé pertinent. Et il n'abuse pas des médias. C'est l'un des rares premiers ministres qui n'abuse pas des médias et qu'on ne retrouve pas tous les jours dans les médias. Info, Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu demandent au ministre de rester mobilisable ce week-end. Je pensais que c'était le cas tout le temps. Mais ne partez pas à Ibiza en week-end. Il est possible qu'effectivement, il y ait un conseil des ministres exceptionnel pour déclencher un 49.3 pour le budget. Sur le Premier ministre. Oui, ce que je trouve intéressant, non pas ce qu'a dit Mehdi, qui est parfaitement intéressant, mais en complément, c'est que dans les sondages, même chez les électeurs socialistes, je crois que le taux de bonne opinion est autour de 38% de mémoire. Donc qu'il soit très élevé, éventuellement chez les LR ou chez des centristes, chez certaines catégories de la population, comme chez les retraités, on peut le comprendre par rapport à la cible politique, mais que ça atteigne des niveaux aussi élevés, notamment chez les électeurs de gauche, c'est intéressant à observer. Il y a quelque chose avec le corps. Oui, Pascal. C'est très clairement, et bravo à Mehdi de ce coup de cœur pertinent, c'est très clairement la très bonne surprise effectivement de ces derniers mois politiquement. Lecornu, il a toutes les qualités que Mehdi a nommées. Il est fin, il est très rarement agressif, il sait manier l'humour en plus pour désamorcer quand il le faut. C'est quelqu'un effectivement qui très certainement va grimper dans le cœur des Français et dont l'avenir peut être intéressant. Le gros bémol que je mettrais, moi, c'est que je ne sais pas ce qu'il pense. Je ne sais pas en quoi il croit. Je ne sais pas quelles sont ses valeurs. Je ne sais pas quels sont ses principes. Je ne sais pas. Et ça me gêne quand même un petit peu pour un politique de ne pas connaître ses valeurs essentielles. J'ai l'impression quand même qu'il est. Voilà, il a toutes ces qualités que tu as dites, Mehdi, mais qui est-il au fond? Je ne sais pas. Et ça me gêne un petit peu quand même. Je crois qu'il a au moins une valeur, c'est la loyauté. Et c'est peut-être ce qui va lui coûter très cher. Ça reste un très proche
d'Emmanuel Macron, il est loyal, il est légitimiste, d'ailleurs pour ça qu'il est dans cette période de crise placé par le président de la République, et il pourrait le payer, même si c'est un personnage qui est assez consensuel, il a été ministre des Armées, un assez bon ministre des Armées d'ailleurs. C'est un personnage qui aujourd'hui pourrait gagner le cœur des Français, mais je pense quand même qu'il y aura certaines limites à son ascension et à sa popularité. Et cette limite, c'est le fait qu'encore une fois que c'est un très proche, c'est aujourd'hui l'un des rares à être encore. Il n'est pas forcément associé à Emmanuel Macron, ce que disait Frédéric par rapport au sondage où on a un Macron qui dégringole, lui reste malgré tout. Il y a une certaine dissociation entre les deux. Oui, il y a une dissociation entre les deux et il a réussi à se marquer. Moi, ce qui m'a fait rire hier, c'était son look au vœu de Gérard Larcher, c'est-à-dire qu'il était un peu hirsute, il disait bonjour aux gens. Il y avait un côté assez sympathique du personnage et un peu humain. Voilà. Difficile d'imaginer d'ailleurs qu'il ne travaille pas ce look très simple, très modeste, très humble. Oui, avec le pull en V. Oui, ça atteint des niveaux. Ça atteint des niveaux qui font douter. Tu veux dire qu'il est très bien conseillé ou peut-être se conseille-t-il lui-même, je ne sais pas, mais en tout cas, mais cette posture d'humilité est plutôt bien ressentie, la preuve. Noémie, vous êtes aux côtés des agriculteurs, donc votre coup de cœur porte forcément au coup de gueule sur les agriculteurs. Oui, un petit coup de gueule, parce que vous avez peut-être vu ces images hier, il y a 50 agriculteurs de la Confédération paysanne qui ont voulu encore se faire entendre, qui se sont rapprochés d'une annexe du ministère de la Culture, qui sont rentrés un petit peu à l'entrée pour se faire entendre avec des banderoles. L'agriculture, on veut en vivre, pas en mourir, etc. D'autres slogans aussi, 2 poids 2 mesures, parce qu'ils considèrent qu'ils sont eux assez maltraités, ceux de la Confédération paysanne et de la coordination rurale d'ailleurs, contrairement aux autres agriculteurs qui sont arrivés à Paris il y a quelques jours, notamment ceux de la FNSEA, et eux qui ont été accueillis avec le tapis rouge. Donc c'était encore une colère, mais c'est toujours une colère qui est contenue, qui est raisonnable, qui a été exprimée hier aux alentours de 16h, donc dans cette annexe du ministère de la Culture. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est un coup de gueule? Parce que, ils ont été tous placés en garde à vue. Voilà, je trouve que c'est un peu excessif, encore une fois. C'est une colère qu'on devrait simplement entendre, accompagner. Ce sont juste des gens qui veulent survivre. Et faire preuve d'une telle célérité vis-à-vis d'eux, je trouve que c'est un choix, c'est une attitude qu'on pourrait éviter. Ouais, et là, ils sont toujours en garde à vue? Il me semble, oui, en tout cas ce matin, il l'était. On va se retrouver dans un tout petit instant. On va parler je ne sais pas, coup de gueule sur une pathologie moderne, l'indignation sélective avec vous, Frédéric Fougera, et puis Pascal, on va parler de la maladie de Charcot. Tout de suite. Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, on continue notre tour de table. Alors Frédéric Fougera, vous m'intriguez avec votre coup de gueule. Oh, vous allez pas être si surprise que ça. Oui, c'est un coup de gueule contre. Alors c'est peut-être l'actualité iranienne qui a déclenché cette idée de coup de gueule. Et vous comprendrez certainement indirectement ou directement pourquoi. Mais voilà, c'est cette pathologie, notamment sur les réseaux sociaux, et qui est celle de l'indignation sélective. Alors oui, l'indignation, c'est ce radar moral qui s'allume aussi vite qu'il peut s'éteindre ou tomber en panne selon que la victime vous sert ou non, si elle sert votre agenda politique. Et donc, je trouve que l'Iran nous le rappelle chaque jour. Je trouve tristement fascinant d'observer la précision chirurgicale de certaines colères. On parlait tout à l'heure de colère, bien légitime. On voit sur les réseaux sociaux, dans les médias, des experts de l'émotion qui pleurent à chaudes larmes sur un drame, mais qui manquent totalement d'émotion face à un autre drame pourtant équivalent, s'il n'y a pas de bénéfice politique à en tirer. Alors aujourd'hui, pour certains, une victime n'est intéressante que si elle permet d'accuser le camp d'en face, et cette indignation à la carte, pour moi, c'est plutôt une insulte aux causes qu'on prétend défendre. C'est pour ça que j'ai envie de partager un conseil que je m'applique d'abord à moi-même, c'est que la prochaine fois que vous entendrez une indignation trop bien orchestrée, demandez-vous si ce sont vraiment les tripes qui parlent, car souvent derrière le vernis de la compassion se cache plutôt, de plus en plus en tout cas, un calcul froid, celui de chercher des voix. Oui, c'est pour ça autre. Oui, allez-y, Noémie. Est-ce que vous-même, comme nous tous, il n'y a pas des causes qui vous touchent plus que d'autres? C'est-à-dire, est-ce que l'indignation à géométrie variable, finalement, on n'en est pas tous victimes? Est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment soi-même s'en détacher? Non, c'est une vraie et juste question. Oui, il y a des causes qui peuvent me toucher moi-même, ce qui plus que d'autres. Ce que je peux reprocher et ce que j'essaye de m'appliquer, c'est de rester cohérent.
Quand je pleure sur la mort d'un enfant, je m'occupe pas de sa nationalité, de sa religion ou de son étiquette. Quand je m'émeus d'une situation économique, c'est pas parce qu'elle me concerne, mais c'est parce qu'elle concerne la collectivité. Donc la question, c'est d'être cohérent dans ses choix. Et pour ce qui me concerne, j'ai rien à vendre et je cherche pas de voix non plus. Certains exploitent les émotions juste à des fins mercantiles ou à des fins électorales. Et ça, c'est dégueulasse. Ouais, c'est vrai. Une réaction, Pascal, vous vouliez revenir sur les indications mais oui, que c'est extrêmement juste ce que dit Frédéric. J'adore la question de Noémie qui est tout aussi juste. Tout aussi juste aussi, mais malheureusement, effectivement, et c'est valable, ce que je voulais préciser, c'est que c'est valable pour tous les camps. Effectivement. Je n'en ai cité aucun d'ailleurs. Et que c'est tragique parce que, effectivement, les indignations, elles ne devraient pas être sélectives, elles devraient être profondes, sincère est vrai, mais que elle s'est aussi alimentée quand même par les médias, et on revient un peu à notre débat du début de l'émission, c'est-à-dire que dans les médias, une information chasse l'autre, une cause majeure chasse l'autre, et ça participe aussi, je pense, de ce façonnage de l'opinion, ce façonnage aussi des indignations, et qu'il faut aussi savoir se sortir de l'actualité que nous imposent les médias pour rester fidèles à nos valeurs, à nos priorités, et pas forcément surfer. Le bombardement d'informations est difficile à gérer et à digérer. C'est vrai. Et si je peux me permettre de compléter ma réponse à Noémie, ça fait 40 ans depuis que j'ai l'opportunité ou la chance de pouvoir prendre la parole ou de pouvoir m'exprimer publiquement. Un de mes combats, c'est la lutte contre les discriminations. Une discrimination, c'est une injustice. Et ça fait 40 ans que je tiens le même discours. Il est tracé, archivé partout. C'est que lutter contre les discriminations, c'est pas seulement lutter contre les discriminations qui nous dérangent, c'est lutter contre toutes les discriminations, qu'elles nous arrangent ou qu'elles nous dérangent. Et donc c'est ça ce message de cohérence que je voulais... Vous avez d'autant plus raison Noémie, qu'il y a des exemples flagrants qui vont illustrer ce que vous êtes en train de dire. Je vais vous donner un exemple. Sciences Po. Sciences Po, vous avez eu des blocus qui ont été organisés au moment de la guerre entre Israël et le Hamas, des blocus qui ont été organisés par des étudiants. Je me suis infiltrée dans ces manifestations-là, c'est-à-dire qu'on a bloqué l'école, et vous aviez des centaines de jeunes et d'étudiants qui ont bloqué l'école pour protester contre ce qui se passait à Gaza. Je vous invite à aller voir ce qui se passe aujourd'hui à Sciences Po pour l'Iran. Rien du tout. Rien du tout. Il n'y a pas une seule manifestation devant Sciences Po aujourd'hui pour soutenir le peuple iranien. Et donc ça va totalement dans le sens de ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que, au fond, c'est l'exemple typique d'une indignation à géométrie variable, de l'idée que certaines victimes comptent et pas d'autres. Et en l'occurrence, ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Iran est un massacre, mais c'est un massacre qui ne répond pas à certains enjeux d'intérêt. Et donc, c'est un massacre qui est ignoré par cette jeunesse qui est par ailleurs très investie dans certaines questions et beaucoup moins dans d'autres. Oui, géométrie variable. Je rejoins parfaitement ce qu'a dit Noémie, ce qu'a dit Pascal, et la manière dont on a présenté le sujet, Frédéric. C'est parfait. C'est juste. Mettons-nous d'accord, et vous êtes, d'accord. Pascal, vouliez-vous... Oui, j'ai un petit coup de cœur, un petit cocorico aussi. Ouais. Mais avant ça, je voudrais, parce que je voudrais pas que mes propos de début d'émission aient été mal interprétés, avoir un grand coup de cœur pour la révolte des Iraniens aujourd'hui et espérer de tout mon cœur qu'elle prospère et que ce régime soit renversé. Juste pour dire un mot, parce que vous avez les complotistes qui sont à l'œuvre sur tous les sujets, et Candace Owens, cette... Bon, je ne veux pas mettre de qualificatif, cette femme qui a propagé la fake news à propos de Brigitte Macron, elle réfute toutes les preuves suggérant l'existence de manifestations en Iran. Elle affirme qu'il n'y a ni manifestation ni mort, et que la révolution entière est une opération psychologique juive orchestrée par Benjamin Netanyahou. Bien sûr. Voilà on est ce dans le qu'elle complot dit. juif mondial. Oui, absolument. Non, mais, vous ne l'avez pas qualifié, Valérie, mais en ayant la difficulté de prononcer son prénom, quelque part, on a entendu une forme de qualification. Toute l'admiration que vous avez pour elle. C'est un auditeur qui me l'a envoyé. Je remercie Stéphane parce que voilà. Alors, j'en reviens Pascal, à mon sujet rapidement. Effectivement, un petit coup de cœur. Vous savez que je suis très mobilisé pour la recherche sur la maladie de Charcot, cette maladie aujourd'hui encore incurable et qui touche 8000 personnes par an en France. Et il y a des petits progrès. Alors évidemment, il ne faut pas crier victoire parce qu'on en est loin. Mais des petits progrès qui viennent d'être enregistrés, notamment grâce à une société de biotech française
française qui s'appelle Axoltis Pharma, qui est basée à Clermont-Ferrand et qui a mis au point un médicament qui est testé actuellement dans 15 centres hospitaliers, dont Lyon et Clermont-Ferrand, et sur 80 patients. Et ça, ce médicament est vraiment porteur d'espoir. En fait, on utilise des cellules prélevées sur des nourrissons, qui permettent de reproduire chez l'adulte ce qui se passe chez le nourrisson, c'est-à-dire que cette capacité à régénérer des neurones. Et donc, vous savez que la maladie de Charcot, c'est une maladie neurodégénérative qui touche les motoneurones, tout ce qui commande les muscles. Et là, on aurait peut-être un espoir effectivement de pouvoir restimuler grâce à ces cellules les neurones des adultes et notamment les neurones des malades de Charcot. Et tout ça pour appeler à nouveau et une nouvelle fois, et merci de me donner l'occasion sur votre antenne, à des dons à l'ARSLA, l'association française pour la recherche sur la maladie de Charcot, sur la sclérose latérale amyotrophique. Moi, je pars demain matin faire un raid de 5 jours en Laponie. Priez pour moi. Un raid sportif pour avec des photos, on veut voir ça. Avec mon et ami. C'est quoi Comment vous faites C'est 17 km de trail dans la neige par moins 25 ou moins 28. Le lendemain, 17 km de ski de fond. Sur le lendemain, du vélo et du ski de fond. On est avec mon ami Éric Antoine, présentateur et magicien bien connu de M6, et on va lever des fonds. Enfin, ce raid sert à lever des fonds qui seront entièrement dédiés à la recherche. Voilà une façon d'appeler nos auditeurs à donner ne serait-ce qu'un petit euro. C'est extrêmement utile et ça porte ses fruits parce que on va trouver, j'en suis sûr, un remède à cette maladie. Quelle est la mécanique pour relever des fonds par rapport à ça? Alors, on a tous des cagnottes. Alors déjà, on peut donner sur arsla.org, tout simplement, directement. Et puis on a tous des cagnottes sur nos comptes Instagram, etc., qui sont évidemment non pas destinés à nous acheter des belles voitures ou des manteaux en cuir, mais à reverser à l'association. À reverser à l'association. Suite d'un sujet qu'on a évoqué hier assez longuement, donc Hachette France, qui a dans un de ses manuels destinés au terminal publié ce texte. En octobre 2023, à la suite de la mort de plus de 1200 colons juifs lors d'une attaque du Hamas, Israël décide de renforcer son blocus économique et d'envahir une grande partie de la bande de Gaza. Donc indignation, même le président de la République s'en est mêlé et a fait un tweet pour s'indigner. Et quand ça veut pas, l'agence France Presse a fait une dépêche. Attaque du 7 octobre en Israël, Hachette rappelle un manuel parascolaire critiqué par Macron. Enfin, y a rien qui va c'est un tweet mensonger, c'est un tweet qui ne dit pas les choses. Donc, le tweet a été supprimé, la dépêche aussi certainement. Mais on peut là aussi s'interroger. Hier, on s'interrogeait de savoir comment ce livre avait pu aller au bout de l'édition avec un texte comme celui-là, aussi biaisé, aussi mensonger. Ce n'étaient pas des colons qui ont été assassinés, bien évidemment, à cet endroit-là. Et donc, pourquoi l'AFP réagit comme ça, je ne sais pas. En fait, il y a une haine d'Israël qui est tellement puissante, tellement violente, qu'elle va jusqu'à justifier le massacre du 7 octobre. Et on pourrait se penser que cette idée-là, complètement folle, délirante et haineuse, ne touche que certains radicaux, mais on se rend compte que non, puisque même des gens qui construisent des manuels scolaires et même des gens qui ensuite vont relayer l'information vont réussir à ne pas dire les choses telles qu'elles sont et ne vont pas réussir tout simplement à condamner le 7 octobre en tant que tel. On peut très bien défendre le titre ensuite. de l'AFP est lunaire. Oui. En élargissant le sujet, moi je suis très étonné qu'on mette déjà dans les manuels scolaires sans plus de recul. Plus de recul, sans que ce soit documenté par les historiens, etc. Des éléments sur de l'actualité hyper récente. C'est des aides à préparer le bac, mais néanmoins, vous en avez parlé, Perico, hier, non? Tout à fait. Voilà. Et je vais en parler tout à l'heure aussi. Très bien. On a juste l'image que nous aurons de ce que serait le ministre de l'Éducation nationale si c'était un député de la France Insoumise qui en devenait titulaire. Bon, vous allez parler de quoi d'autre, Perico? On va s'étonner que la France ne tienne par son gouvernement que par la menace de la dissolution. On a peur de perdre les sièges, donc il y a pu y avoir des motions de censure. Le gouvernement se maintient parce qu'on a très peur de repartir devant les urnes. De plus en plus de migrants veulent aller en Angleterre, mais plus d'attractivité en France, ils veulent plus rester. Alors est-ce l'effet de la politique Retailleau ou est-ce que vraiment on est un pays à fuir? C'est quand même très, très humiliant. Je recevrai pendant
1 heure Fariba Stroudi, écrivain intellectuel iranienne qui est en France, qui va évidemment, on va partager cette tragédie puisque nous sommes touchés, même si c'est un sujet étranger. Et puis, est-ce que Trump est terrorisé à l'idée que nous allions au Groenland, qu'on débarque au Groenland? Moi, je pense qu'il est déjà dans l'avion en voie de France. Qu'il a très peur, effectivement. Voilà. Bon, et puis, les Françaises ne pondent plus. Ouais. Je parle des poules, bien entendu, parce qu'il y a une pénurie d'œufs. Voilà. Mais ce que nous disait Gilles hier, qui était intéressant, c'est que la pénurie d'œufs, elle est liée aussi au fait qu'on mange moins de viande et que aussi on cherche des protéines moins chères. Alors c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Il y a un progrès contre la malbouffe parce que l'œuf est aliment sain. Si c'est un œuf de bonne qualité, en même temps il n'y a plus de poules parce qu'il n'y a plus de paysans. Et vous savez qu'on n'y a plus de beurre parce qu'il n'y a plus de vaches. Il faut avoir tous nos petits poulaillers. Alors Madame Tourdelier a suggéré qu'on ait tous notre petite poule et il y a un poulailler géant prévu à l'Élysée. Je ne sais pas quelle sera la race de poule. Mais il y aura de l'éleveur Emmanuel, il y aura donné du grain lui-même. On nous dit que les poulaillers en région parisienne, c'est pas bien. On nous dit que les poulaillers, les œufs de poules qui sont élevés en région parisienne sont toxiques. Je veux dire, en 1870, on mangeait les rats. Alors, c'est très regardé. Allez, on va vous écouter, Perico. Bonne journée sur Sud Radio.